merci de l'invitation. C'était une très bonne idée, je trouve, de faire cette rencontre. Moi, je vais parler donc de la crise écologique. Comme Florence l'a rappelé au début, une des multiples conséquences de cette crise écologique, c'est effectivement l'emballement des diverses pandémies et on a à s'attendre de zoonoses dans tous les coins, comme le rapport de l'IPBES qui est sorti la semaine dernière l'a bien montré. Euh, la transition écologique, la croissance verte, le Green New Deal, le pacte vert européen, tous ces termes sont plus ou moins synonymes et désignent un régime de capitalisme qui est en train de se mettre en place aujourd'hui pour lutter contre la destruction de la planète. Ce que je voudrais montrer, c'est que cette transition ne mérite pas son qualificatif d'écologique parce qu'elle poursuit dans la même dynamique que celle qui nous a menés là où nous sommes, une dynamique productiviste, hyper-technologique et marchande. Et donc, je voudrais, dans cette intervention, éclairer la conception de la nature qui sous-tend cette dynamique mortifère, d'une part, et essayer de faire sentir comment infléchir notre trajectoire nécessite un changement radical, profond, aussi bien philosophique qu'anthropologique. J'aborderai 3 points. Tout d'abord, brièvement, la vision de la nature portée par la modernité occidentale. Et ensuite, j'aborderai 2 domaines qui sont typiques de la croissance verte, où se donne clairement à voir le rapport à la nature sur laquelle elle se construit. Les 2 domaines sont la bioéconomie. Je suis obligée de mettre des guillemets à tout parce qu'il y a toute une novlangue qui s'est développée dans ce domaine et qui mériterait d'être déconstruite. Donc, bioéconomie et services écosystémiques. Donc, tout d'abord, sur la vision de la nature portée par la modernité occidentale, bon, bien sûr, c'est une histoire millénaire et je vais juste donner rapidement quelques repères. Et par ailleurs, autre remarque préliminaire, le terme même de nature est ambigu, polysémique, et si vous voulez, on aura l'occasion d'en reparler en discussion. Mais là, je n'ai pas le temps de m'étendre. Pour commencer à l'ère moderne, disons au XVIIe siècle, fin XVIe, XVIIe, Descartes est entre autres connu pour son expression « l'homme comme maître et possesseur de la nature », qui montre tout d'abord une conception dualiste entre l'homme et la nature, l'homme d'un côté, à côté de la nature, comme d'ailleurs le montre encore le terme d'environnement auquel on se réfère tout le temps aujourd'hui. Environnement, ça veut dire ce qui est autour de nous, et donc on n'est pas dedans, quelque part. Donc non seulement à côté de la nature, mais en plus au-dessus, maître et possesseur. Donc dans un rapport de domination, voire de prédation. Les racines de cette vision sont très profondes et millénaires, puisqu'on en trouve, des prémices chez Aristote qui distingue entre la physis et la techné. Physis pour désigner les choses naturelles, techné pour désigner les artefacts humains. On en retrouve aussi d'autres prémices, même dans l'Ancien Testament. Le premier chapitre de la Genèse, dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu dit aux hommes qu'il devra commander aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel et assujettir la terre. Assujettir la terre, en tout cas dans ma traduction. Donc c'est quand même assez fort. L'anthropocentrisme qui est porté par cette vision prend une forme particulière avec les travaux de Locke à la fin du XVIIe, qui fonde le droit de propriété de la terre sur le travail de l'homme. Et à contrario, donc, tous ceux qui n'exploitent pas la terre et la nature de manière générale n'ont pas le droit de la posséder. Et cette vision aura en grande partie légitimé toute l'entreprise de la colonisation européenne. On fait encore un petit saut dans le temps, on arrive à la révolution industrielle, le besoin de matières premières qui s'ensuit, et la nature qui devient véritablement envisagée comme un pur réservoir de ressources à extraire, ressources qu'on peut utiliser comme bon nous semble pour notre bon plaisir, notre richesse, notre confort, notre utilité. Ça sera d'ailleurs théorisé au cours du 19e. La croissance verte ne rompt pas avec cette conception extractiviste. Au contraire, elle l'étend en identifiant de nouvelles ressources à exploiter, de nouvelles dimensions de la nature à faire entrer dans la sphère de la valeur économique.
Autrement dit, pour reprendre les termes de Polanyi, on assiste aujourd'hui à l'émergence d'une nouvelle classe de marchandises fictives. Maintenant, je voudrais aborder le premier des deux domaines dans lesquels cette vision de la nature s'exprime très fortement, qui est celui de la bioéconomie, donc avec des guillemets, parce que ce n'est pas parce qu'il y a le préfixe bio que c'est obligatoirement bien et vert. Donc il y a plusieurs acceptions à ce terme. La première fois, à ma connaissance, qu'il a été utilisé, c'est par Nicolas Georgescu Roegen, un mathématicien et économiste, premier théoricien de la décroissance. Mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il sera utilisé ici, mais dans le sens qui lui est donné dans toute la littérature grise issue de l'OCDE, du Forum de Davos, de la Commission européenne, qui dessine en gros les industries de demain, celles qui vont soutenir la croissance verte ou le Green New Deal. Et donc, dans ce sens-là, la bioéconomie consiste à principalement deux choses. Premièrement, remplacer les ressources fossiles par la biomasse. La biomasse, je vous rappelle, c'est tout ce qui a vécu sur Terre, ou qui vit ou qui a vécu sur Terre, mais qui est non fossilisé. Et deuxième grande chose, ça consiste à détourner et à améliorer, là aussi améliorer mériterait des guillemets parce que ça fait référence au transhumanisme, améliorer des processus biologiques pour les besoins de la production industrielle. Et donc la biologie de synthèse en particulier va se mettre à créer des usines biologiques qui vont permettre de créer donc de nouveaux micro-organismes créés de toutes pièces. Là, ce que disait Robert Boyer était tout à fait juste dans cette vision de déterminisme génétique total. On va créer des nouveaux micro-organismes qui vont performer des opérations industrielles qui vont nous permettre de produire des produits biosourcés, bioénergie, biocarburant, chimie verte, plastique vert, solvant vert et tout ce que vous voulez, tout est vert. Mais bon. Les conséquences de cette bioéconomie à prévoir sont majeures. Premièrement, on va avoir un besoin de biomasse, on a déjà d'ailleurs un besoin de biomasse considérable, ce qui mène à de la déforestation accrue, à une intensification de l'agriculture, et il faut extraire toujours plus. Je donne un exemple, il y a une centrale de bioénergie en Angleterre qui a été inaugurée l'année dernière. Pour produire 6% de l'électricité de l'île, elle consomme 120% du bois produit en Angleterre. Donc, c'est évidemment impossible à généraliser comme type de production électrique. Deuxième grande implication, les usines biologiques de la biologie de synthèse entrent dans le marché sous la forme de ressources génétiques, autrement dit d'informations génétiques, et cette information est valorisée par la propriété intellectuelle, son expansion. Et aujourd'hui, on assiste dans ce domaine-là à une course au brevet phénoménale où toutes les grandes firmes de la chimie, de l'agrochimie et autres déposent des millions et des millions de brevets sur les séquences génétiques de tous les organismes vivants. Tous les organismes vivants. Donc, ça ne laisse pas entrevoir un avenir très vert, à mon sens. Deuxième domaine où se voit cette conception de la nature qui n'a pas vraiment changé en fait depuis plusieurs siècles, celui des services écosystémiques, là aussi entre guillemets. En accord avec l'ère du temps, on a assisté depuis environ 2 décennies à l'émergence d'une conception financière de la nature au confluent de l'écologie et de l'économie. La nature est vue aujourd'hui comme un capital comme les autres. Et comme tout capital, elle engendre des flux de revenus. Ces flux de revenus sont appelés services écosystémiques. Ce sont les services rendus aux êtres humains par la nature. Exemple, la régulation du climat, donc là par exemple la séquestration du carbone, la régulation des flux hydriques, la pollinisation. Il y en a plein d'autres, je donnerai des exemples dans un moment, je préciserai. Nous étions bien naïfs, nous pensions que toutes ces choses-là étaient gratuites, elles n'avaient pas de valeur et du coup elles étaient détruites. Mais les économistes sont là, heureusement, et nous ont dit que si on détruisait ces choses-là, c'est parce qu'elles n'avaient pas de valeur et il faut donc leur donner un prix.
Et donc, on a commencé depuis une vingtaine d'années à rentrer dans les experts, des milliers d'experts aujourd'hui, travaillent à donner une valeur à diverses dimensions de la nature pour permettre de réaligner les incitations en bonne logique néoclassique, de telle sorte à ce que ceux qui détruisent la nature soient punis, monétairement parlant, et ceux qui, au contraire, préservent la nature soient récompensés. En 1992 est signée la Convention sur la diversité biologique au sommet de la Terre à Rio, en même temps que la Convention sur le climat. Et cette convention inscrit dans la loi internationale cette perspective en termes de capital naturel et de services écosystémiques et prône le développement d'instruments de marché, market-based instruments, pour protéger la biodiversité. Et à partir de ce moment-là, on va voir se développer toute une série d'arrangements institutionnels qui visent à valoriser le capital naturel. Il y a donc trois étapes dans la création de ces marchandises fictives, parce que ce sont ces dimensions de la nature qu'il va falloir faire, ces nouvelles dimensions de la nature qu'il va falloir faire entrer dans le marché. Donc, pour cela, ce sont des marchandises fictives au sens de Polanyi. Alors, j'ai détaillé ce processus plus précisément dans un document de travail du CEPN de 2018, qui est, je pense, que vous aurez en référence, qui est téléchargeable sur le net, et aussi qui va dans un livre qui va sortir au mois de mars aux éditions La Découverte et qui, normalement, le titre est à peu près décidé, s'appellera « La croissance verte contre la nature, une critique de l'écologie marchande ». Donc là, je vous le fais très, très rapide. 3 étapes dans la création de ces marchandises fictives. Première étape, la définition de la marchandise. Ces choses naturelles doivent être qualifiées techniquement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse les calculer, les comparer, les rendre fongibles. Autant dire que pour la pollinisation ou la régulation du climat, ça pose des problèmes difficilement surmontables, mais les experts sont très créatifs. Deuxième chose, une qualification juridique, parce que la marchandise doit aussi pouvoir être échangée sur un marché, et pour cela, il faut qu'elle soit munie de droits de propriété clairement définis. Il ne peut pas y avoir d'échange marchand sans propriété privée. Donc ça, c'est la première étape de définition de la marchandise. Deuxième étape, celle de l'évaluation monétaire ou monétisation. Donc là, on va utiliser, donc je vais vous montrer un résultat de ce genre d'exercice qui a été fait par toute une série de chercheurs, un ensemble de chercheurs qui ont utilisé des méthodes d'évaluation environnementale. Là aussi, on pourra les préciser un petit peu pendant la discussion. Des méthodes d'évaluation environnementale pour donner des valeurs aux services écosystémiques. Donc, sur le tableau, vous voyez les 4 grandes catégories de services qui sont identifiées: services d'approvisionnement, nourriture, eau, matières premières, ressources génétiques, c'est plus récent, services de régulation du climat, des flux hydriques, des régulations des déchets, prévention de l'érosion, contrôle biologique. Noter, donc là j'ai mis avec, ils le font sur 10 biomes. Biomes, c'est des grands macro-écosystèmes. Là j'ai donné l'exemple de 2 biomes, les océans et les récifs coralliens. Notez que, par exemple, si l'on en suit le rapport de l'IPBES que mentionnait Florence, qui est sorti la semaine dernière, ils évaluent à environ 16 milliards de dollars le coût déjà en quelques mois de pandémie. Et dans les forêts tropicales, c'est absolument quasiment pas pris en compte non plus. On verrait aujourd'hui, si l'on prenait en compte le coût, ou la valeur du service contrôle biologique serait multipliée par 10 ou par 100 depuis la pandémie, puisqu'on s'aperçoit à l'occasion de cette pandémie que les forêts jouent un rôle extrêmement important dans ce qui est appelé service de contrôle biologique. Et on pourrait dire ce genre de choses-là d'à peu près tous les services qui sont écrits là. Bon, je vous passe aussi les catégories assez étranges
information esthétique ou bien développement cognitif. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Par ailleurs, on voit, il y a plein d'erreurs là-dedans. Alors, c'est une méta-analyse, hein, ça synthétise le résultat de à peu près 600 études différentes qui utilisent des tas de méthodes d'évaluation différentes. Donc, on mélange des choux et des carottes, mais bon, c'est aussi comme ça. Oui, par exemple, régulation du climat, 65 $ pour les océans, alors qu'on sait qu'ils produisent quasiment la moitié de l'oxygène de la planète. Bon, et qu'ils absorbent peut-être un tiers du CO2. Donc, les 65 $ sont certainement tout à fait sous-estimés. Et chacun de ces chiffres pourrait être discuté, chacune de ces méthodes pourrait être discutée. Voilà. C'est un exercice qui occupe aujourd'hui des milliers et des milliers de personnes. Enfin, troisième grande étape, la valorisation des services écosystémiques. Parce que donner une valeur monétaire, ça n'a jamais créé de la valeur en soi. Il faut que ça rentre dans un dispositif d'échange et qu'il y ait un prix pour qu'il y ait une augmentation ou une diminution du capital. Donc, il y a de multiples arrangements institutionnels qui ont éclos ces dernières années, très divers au vu de la diversité de l'objet. Je vais, pour illustrer mon propos, prendre l'exemple d'une forêt. Je suis propriétaire d'une forêt et pour ne pas la raser pour du bois de coupe et faire ce qu'on fait en Amazonie ou dans le sud-est asiatique, tout raser et faire du soja par exemple, aujourd'hui j'ai d'autres possibilités. Je peux faire du bois de coupe, mais de manière durable, qui sera labellisé par exemple par le Forest Stewardship Council, FSC. Je peux faire de l'écotourisme. Je peux l'ouvrir à la bioprospection, c'est-à-dire que des laboratoires qui ont besoin de nouveaux micro-organismes intéressants du point de vue génétique vont venir dans ma forêt chercher ce genre de micro-organismes. Et grâce aux ressources génétiques de ma forêt, s'ils trouvent un médicament qui mérite un brevet, ils seront obligés de me reverser une partie des redevances. Donc, je serai payée simplement par ce fait-là. Supposons aussi qu'une rivière traverse ma forêt et va fournir un bourg qui est situé en aval. De par mes pratiques respectueuses, l'eau reste propre et du coup, le bourg en aval en profite. À ce moment-là, je pourrais signer un contrat avec le bourg en aval qui va me rémunérer pour le service que je lui rends. Ça appartient à la classe générale de ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Ça aussi, c'est un mécanisme, un dispositif qui se développe pas mal. Autre possibilité, ma forêt est l'habitat d'une espèce d'oiseau menacé et je m'engage à maintenir cet habitat par toute une série de mesures décidées collectivement par des instances administratives. Donc, je m'engage à obéir à un cahier des charges très précis et je pourrais, dans ces cas-là, émettre des crédits biodiversité qui vont être utilisés dans des schémas de compensation écologique parce qu'aujourd'hui, il y a obligation par la loi pour les bétonneurs, par exemple, de compenser les dommages qu'ils font à la biodiversité en achetant des crédits de biodiversité par ailleurs, donc de restaurer une biodiversité qu'ils auront détruite d'un autre côté. Et donc, je me transforme en banque de biodiversité et là aussi, je pourrais vendre ces crédits et du coup toucher des espèces sonnantes et trébuchantes. Ça, en France, ça a été codifié par la loi Reconquête de la biodiversité d'août 2016. Je peux aussi entrer dans le mécanisme onusien. Oui, je peux aussi entrer dans le mécanisme onusien qui s'appelle REDD+, Reduced Emission for Deforestation and Forest Degradation. C'est un dispositif qui rémunère la séquestration de carbone de ma forêt. Ok, merci Thomas. Qui rémunère la séquestration de carbone de ma forêt en m'octroyant des crédits carbone. Et ces crédits carbone, je pourrais aller les vendre sur les marchés de carbone, les marchés volontaires de carbone. Donc, pas le plus grand marché de carbone qui est le marché européen, qui est un marché obligatoire, mais sur les marchés volontaires de carbone. Donc, ce mécanisme existe depuis 2005, me semble-t-il. Ces réussites en termes de diminution de la déforestation ne sont pas vraiment
pas vraiment fantastique de ce qu'on voit. Bon. Et enfin, dernière possibilité, je peux aussi, donc tous ces mécanismes-là me donnent des revenus sans couper la forêt. Et je peux aussi titriser tous ces flux de revenus ou une partie de ces flux de revenus pour émettre des forest-backed bonds qui sont construits sur le même type, le même modèle que les asset-backed bonds. Et donc à ce moment-là, j'aurai un montant de cash disponible pour ce que je veux. Alors, me semble-t-il, tout cet exercice est fondé sur une conception de la nature assez délirante, dans la mesure où on voit ici non plus une totalité organique propre, mais un catalogue de fonctionnalités discrètes au service des êtres humains, une nature en pièces détachées qui relève d'un anthropocentrisme encore exacerbé, d'un utilitarisme encore plus important, hein, puisque toutes ces dimensions de la nature, elles sont définies non pas comme la nature qui doit être protégée, mais les parties de la nature qui rendent service aux êtres humains. Autrement dit, seules sont visibles les dimensions utiles. Toutes les dimensions qui ne sont pas directement utiles aux êtres humains, par ce genre de mécanisme, pourront continuer à être détruites. Donc on a une nature ici totalement réifiée et, me semble-t-il, une telle conception ne peut pas produire le changement de paradigme nécessaire à un rapport à la nature plus harmonieux. Il n'y a pas besoin de ton écran partagé, tu peux l'enlever. L'enlever, absolument, oui. Donc il me semble qu'il faudrait vraiment revoir complètement nos rapports à la nature, en partant d'ailleurs, premièrement, dépasser le dualisme nature-culture qui résulte dans l'anthropomorphisme et donc dans la centralité de l'homme dans la nature. Et là, les travaux de quelqu'un comme Augustin Berck ou de Philippe Descola sont tout à fait inspirants. Et dans la même lignée, donc réenvisager ou envisager les êtres humains comme appartenant à la nature, comme partie intégrante de la nature, et non pas dans un rapport de domination et de prédation. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention.